Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Aujourd'hui, épisode dans lequel on va pas du tout parler de business, puisqu'on va parler de semi-marathon. Mais vous allez le voir, il y a quand même parfois des connexions qu'on arrive à faire entre l'entrepreneuriat et le sport. C'est pour ça que j'en fais autant, c'est pour ça que j'en parle autant. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de leçons et d'apprentissages qu'on peut tirer de ce genre d'expérience. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous partager un petit peu finalement mon évolution, mon parcours en ce qui concerne le semi-marathon que j'ai réalisé le 7 avril dernier. Ce qui m'a poussé à le courir, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé et les leçons principales et importantes que j'en tire. Alors la première question qui introduit finalement tout ce qui s'est passé, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de courir un semi-marathon. Qu'est-ce qui a bien pu me traverser l'esprit? Alors en réalité, c'est une amie à moi, Léa, avec qui je travaille, qui est mon assistante opérationnelle aujourd'hui, qui s'est mise à la course en fin d'année 2023, en décembre, et qui m'a dit vas-y, viens avec moi faire une petite course. C'était une course caritative à Montpellier en novembre de l'année dernière, un 8 km. Et elle m'a dit ça le vendredi pour le samedi. Mais je me suis dit vas-y, pourquoi pas. 8 km, ça me paraissait faisable parce que j'étais assez sportif. Et donc, j'ai enfilé mes chaussures, j'ai fait ce 8 km. En plus, j'ai assez bien couru. Et de là, je me suis dit, tiens, c'est quand même sympa de faire des petites compètes, des petites courses et tout. Et de ce jour-là, j'ai couru peut-être une fois par semaine au début, puis 2 fois par semaine après en décembre, quelques fois. Et arrive janvier où on discute avec Léa, elle me dit, moi, je m'inscris du coup au semi-marathon de Montpellier le 7 avril. Vas-y, fais-le avec nous. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça allait être fun. Alors, vous allez voir que c'est pas si fun que ça. Mais tout est parti un peu d'un coup de tête en me disant, écoute, je vais me challenger un petit peu. Ça fait longtemps que je m'étais pas lancé, entre guillemets, des défis personnels. Dans le sport notamment, je fais juste du sport un peu pour moi et pour le plaisir. Et là, je trouvais un peu que c'était sympa de me challenger, de suivre une prépa, une prog, de respecter un truc pour finalement essayer de faire une performance à une date donnée. Donc, la prépa, elle a duré 8 semaines à partir du moment où je prends la décision. Donc, c'était à peu près mi-janvier. Au début, je commençais à courir un peu comme ça, vraiment sans trop de prépa, un peu aléatoirement. Donc, je courais et tout. Et puis, en fait, c'est marrant, mais quand on se met un objectif, on a un peu cette envie de se dire vas-y, je vais essayer de faire les choses bien. Donc, au début, on court. Je cours 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Je fais des 7 km, des 8 km, des 10 km. Je monte à 12-13 km en janvier. Alors, il faut noter, j'en ai pas parlé, mais que j'ai fait 16 ans en club, donc j'ai joué au foot pendant 16 années, ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup couru quand j'étais plus jeune, et donc j'ai assez vite repris un petit peu l'habitude. Et au bout d'un moment, passé le mois de janvier, on est à 2 mois du coup du semi, on commence à se dire, vas-y, on s'y prête, on se prête au jeu, on essaie de se mettre une deadline, un temps finalement pour le semi, et puis on essaye de réaliser une prépa. Et donc, en fait, la prépa, normalement, est censée durer 12 semaines, donc 3 mois. Nous, on l'attaque, moi, je l'attaque en tout cas à seulement 2 mois avant. Donc, j'ai fait une prépa de 8 semaines au lieu de 12 semaines. Et je pensais que c'était suffisant. Évidemment, le but, c'était pas de faire une performance exceptionnelle et de passer la barre des 1h30. Mais je me disais, voilà, maintenant que je me prends au jeu, c'est un peu sympa d'essayer de suivre une sorte de programmation. À noter, en plus, c'est assez marrant, mais que la programmation en ce qui concerne le semi, c'est pas du tout ce qu'on pense. Moi, au début, je pensais que, en fait, pour préparer une course, le seul truc qu'il fallait faire, c'était courir, en fait. C'est-à-dire, si on prépare un semi-marathon, moi, j'avais ciblé au début un temps en dessous des 2 heures. Le but, c'est de courir. Au début, tu cours 30 minutes, et puis après 1 heure, et puis après 1h30, puis après 2 heures. En fait, on se rend compte quand on suit une prépa que c'est pas du tout ça. On fait beaucoup d'endurance fondamentale, c'est-à-dire que c'est un rythme de course qui est très très lent par rapport au rythme qu'on est censé réaliser le jour de la course. Et en fait, voilà, ça varie énormément. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur la course. Donc, cette préparation de semi-marathon, elle dure en tout 8 semaines. On s'entraîne 3 fois par semaine. Et c'est quelque chose qui s'est extrêmement bien passé dans l'ensemble. Vous allez voir, on va revenir un peu sur les leçons et la différence entre se fixer des objectifs ou ne pas s'en fixer. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content parce que j'ai tenu absolument toutes les courses, donc les 3 fois par semaine pendant 8 semaines, même les jours où il faisait pas beau, les jours où il pleuvait, les jours où il y avait du vent. On était monté aussi à Paris quelques jours courant février, il faisait froid, il y avait du vent, et quand même on prend les chaussures et quand même on va courir. Donc
je vous avoue que j'étais assez content de cette préparation. Je me sentais plutôt bien. Donc ma préparation, c'était pour faire un temps le jour du semi-marathon de 1h55. Au début, j'étais pas du tout confiant pour faire ce temps, je vous le cache pas. Je me suis mis dans le sas des 2h10 à la base. Et plus la prépa avançait, plus je me disais, bon bah écoute, mon temps normalement c'est censé être 5 minutes 30 au kilomètre. Je suis censé le faire en 1h55. Donc allez, on va un peu se faire mal, on va changer le sas et on va mettre le sas d'1h55. Donc arrive le jour J. Le jour J, du coup, c'est le 7 avril. Dimanche 7 avril, c'est le jour du semi-marathon de Montpellier. Je me réveille assez tôt parce que ce jour-là, le départ du semi, alors allez savoir pourquoi, est à 8h du matin. Enfin, plus ou moins 8h, on fait partir à 8h10, il me semble. Donc, extrêmement tôt. On a dû se lever, je crois que je me suis levé à 6h30, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis pas mal de temps. Et du coup, j'avais un peu cette pression de me dire, putain, j'espère quand même que je vais pas être trop fatigué, que je vais avoir les jambes, etc. J'avais un peu le stress quand même de me dire, bah, j'ai fait 8 semaines de prépa, couru 3 fois par semaine. J'ai essayé aussi la semaine, du coup, juste avant le marathon, de beaucoup m'étirer. Je suis allé me faire masser. J'ai fait attention à ce que je mangeais. Donc, c'était vraiment un truc en mode, OK, aujourd'hui, c'est le jour J, il faut tout donner. Et on arrive, du coup, comme ça, un petit peu vers 7h30, je pense, du coup, pour s'échauffer. On s'échauffe pendant 20 minutes, 25 minutes. Arrivé dans les sas, donc je rejoins le sas d'1h55. Et puis là, du coup, hop, ça part. Le semi-marathon commence. Au début, ça se passe bien, donc je déroule bien mes jambes. J'essaye de me caler sur une vitesse un peu plus faible que ce que je m'étais fixé à la base, parce que je suis censé faire 5 minutes 30 du coup sur le semi, donc 1h55. Et puis, il y a plein de stratégies. Il y a des gens qui vont se caler direct sur cette allure-là et essayer de tenir tout le long. Il y a des gens qui vont partir plus doucement au début et puis monter crescendo. Moi, je m'étais dit que j'allais au début sur les 15 premières minutes, donc les 3 premiers kilomètres, aller un peu en dessous de ma vitesse. C'est-à-dire, au lieu de faire 5,30, faire 5,40, 5,45, voire 5,50. Et c'est vrai que dit comme ça, on peut se dire, bah, en vrai, ça change rien, 10 secondes au kilomètre. Mais si, sur des allures comme ça change quand même pas mal le rythme. Et puis que j'allais, à partir du 3e kilomètre, si je me sentais bien, me mettre à 5,30 et essayer de tenir les 5,30 finalement jusqu'à la fin. Donc, je déroule comme ça les 3 premiers kilomètres, tout se passe bien. En plus, il y a un peu ce côté effervescence. Les gens sont là, ils sont contents. Il y a plein de personnes avec qui on court finalement. Donc, il y a vraiment une ambiance très particulière qu'on n'a pas finalement pendant qu'on s'entraîne. Hein, parce que quand on s'entraîne, moi, je courais en fait le long d'une rivière jusqu'à la mer. Et en fait, on est tout seul, c'est du goudron et on file tout droit. Là, il y a vraiment ce truc où en fait, vous courez avec d'autres personnes. Donc, parfois, on double quelqu'un, la personne nous redouble, puis on la redouble, et puis elle nous redouble. Et donc, il y a vraiment ce truc où tout le monde est un peu motivé finalement en regardant les personnes qui nous entourent. En plus de ça, ce qui est cool sur ce genre d'événement, c'est que vous avez un guide, c'est-à-dire qu'en fait, chaque sas a une personne qui porte le drapeau du sas et qui va courir normalement à cette allure sur tout le semi-marathon. Et ce qui est cool, c'est que passé un moment, je me suis greffé à cette personne-là, du coup, au 1h55, et je l'ai suivi. Comme ça, j'ai arrêté un peu de regarder mon chronomètre et essayé de me jauger. Mais du coup, les 3 premiers kilomètres se passent bien. Je déroule bien, je me sens en forme, les jambes sont là. Et puis, je commence à me dire, ok, c'est cool, je vais essayer de me mettre sur 5,30 pour me mettre dans mon allure, tout simplement, et essayer d'atteindre cet objectif d'1,55. Et puis, arrive le kilomètre 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça y est, j'ai fait 1 heure de semi-marathon, j'ai couru pendant 1 heure. Le bilan au bout d'1 heure, il est extrêmement positif. Je suis beaucoup plus frais que ce que je pensais. J'allais me dire, ok, 1h, 1h10, donc à peu près au 11e kilomètre de course à 5,30. Est-ce que tu vas pas avoir les jambes lourdes? Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en fait en préparation, et c'est un peu ça qui est marrant. C'est que dans l'inconscient en fait collectif, hein, l'inconscient moi que j'avais avant, qui n'avait jamais vraiment fait de course, je me disais que pour préparer un semi-marathon, il faut au moins le courir une première fois avant de le faire le jour J. En fait, pas du tout. C'est vrai qu'on fait rarement ces allures-là et ces distances-là avant le jour J, et donc en prépa. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc arrivé au bout du 11e kilomètre, je me sens très bien, très frais. Donc je me dis, c'est cool, je vais continuer à courir. Et puis là, je commence à accélérer, mais inconsciemment. C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais tellement frais que je commence à gagner 5 secondes au kilomètre, 10 secondes au kilomètre, et je commence à courir autour des 5,20, 5,25, alors que j'étais censé bien rester autour des 5,30. Et puis arrive le
13e, 14e kilomètre, 15e kilomètre. Et il faut savoir que ce soit au semi ou au marathon, beaucoup de runners en fait, parlent de ce qu'ils appellent le mur. En fait, le mur, c'est un peu le truc qu'on se prend dans la gueule, arrivé à un certain stade de course. Alors apparemment, pour le marathon, c'est le 30e kilomètre. Pour le semi, certains disent que c'est autour du 13e kilomètre, donc que le semi commence à partir vraiment du 13e kilomètre. Et en fait, pour moi, ça a démarré à partir du 15e kilomètre. Arrivé le 15e kilomètre, jusque-là, tout était bien, j'étais frais, j'avais les jambes. Et arrivé le 15e kilomètre, là, je commence vraiment à rentrer dans le dur. Je sens que je commence à fatiguer un peu, je sens que je commence à ralentir un peu, je sens que mes jambes commencent à être de plus en plus lourdes. Et donc, je me dis, bon, ça va, il reste 6 km, t'en as fait 15, ça devrait le faire. Et donc, le 16e kilomètre passe, le 17e kilomètre passe, et en fait, plus le temps avance, plus ça me paraît en fait éternel. C'est-à-dire que chaque kilomètre qui passe me paraît à chaque fois de plus en plus long. J'ai l'impression, à chaque fois, pour maintenir la même allure, de devoir de lutter de plus en plus fort. C'est-à-dire que tout devient de plus en plus compliqué. Et arrivé au kilomètre numéro 17, de mémoire, 17 ou 18, il y a un truc marrant qui se passe. C'est qu'en fait, je me souviens exactement où j'étais. Dans Montpellier, on remontait une allée vers laquelle j'habite aujourd'hui, et je savais que cette distance, il devait rester à peu près 4 km, donc je me disais, il y a encore 20 minutes à faire, tu es à 1h35, c'est totalement jouable, il suffit que tu arrives à garder ton rythme. Je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué, que c'était de plus en plus compliqué pour moi de garder finalement les 5 minutes 30, et donc je vois que je commence un peu à ralentir, je commence à tomber un peu le chrono, 5,32, 33, 35. Et en fait, il y a un truc marrant qui se passe à ce moment-là, c'est que mon cerveau déconnecte totalement. Donc arrivé au kilomètre numéro 17, j'ai un trou noir jusqu'au kilomètre numéro 21. C'est-à-dire jusqu'à peut-être 500 mètres de l'arrivée. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé aux personnes autour de moi, à mes amis, quand je suis arrivé. Et puis ils me demandaient alors, c'était pas compliqué à la fin et tout. Et je sentais en fait que mon corps était compliqué, mon corps avait lâché. Et on le voit même quand je regarde mes temps au chronomètre, on voit que je perds quasiment 10-15 secondes au kilomètre sur les 15 dernières minutes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que mon corps a lâché, mais, ou plutôt l'inverse. Non, oui, c'est plutôt l'inverse. Mon corps a lâché. Non, mon esprit a lâché, mais mon corps a tenu. Mais j'ai un trou noir énorme sur les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes, et je n'ai aucun souvenir. Je ne saurais pas vous dire par quel endroit est-ce qu'on est passé. C'est-à-dire que je sais où j'étais au 17e kilomètre, vers chez moi. Et à partir de ce moment-là, je ne saurais pas vous dire quel était le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'aux 500 derniers mètres, parce que j'ai mon cerveau qui a totalement déconnecté, blackout total. Et j'ai la mémoire qui revient, j'ai le souvenir qui revient à peut-être 700-800 mètres de l'arrivée. Je me souviens qu'il y a une femme devant moi qui tombe, qui glisse. Et je sais qu'on n'est pas loin de la ligne d'arrivée parce qu'il reste 500 mètres. Et donc là, ça y est, c'est comme si je me réveillais un peu de mon mini-coma. Les jambes sont extrêmement lourdes. Je vois que j'ai beaucoup ralenti et je me dis, bon, il y a 500 mètres, maintenant, il faut y aller. Et en fait, dans ma tête, j'ai juste envie d'arrêter de marcher, de plus rien faire. Mais je me dis, bon, voilà, il reste 500 mètres, faut forcer, faut tirer. Et donc, je finis de courir ces 500 derniers mètres. Je suis évidemment exténué au possible, mais je regarde mon chrono, je stoppe ma montre, et je vois au début que je fais 1h58 ou 57, je ne sais plus. Et je suis extrêmement content parce que mon objectif, évidemment, on va revenir après sur un peu le bilan global, mais mon objectif à la toute base, en fait, le premier objectif, c'était de me dire, OK, si déjà je termine le semi-marathon en courant et que je ne marche pas, c'est une bonne chose. Et puis, plus je m'engage dans la prépa, plus je me dis, bon, si je tombe sous la barre des 2 heures, c'est exceptionnel. Et puis, arrivé à 2-3 semaines de la fin, je me dis, si j'arrive à faire mon chrono d'une 55, alors là, j'ai tout gagné. Et donc, je fais une 57, donc je suis extrêmement content. Et en fait, je regarde un petit peu plus tard, peut-être une demi-heure, 45 minutes après, les résultats officiels. Parce que vous savez, il y a les résultats de la montre et puis il y a le résultat officiel. Donc, en fait, l'office, je vais dire l'office, pas du tout, mais l'organisme qui organise ça, en fait, vous badge dès que vous passez la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Et en fait, en regardant ça, je me rends compte que j'ai fait 1h55. Parce que, en gros, j'ai démarré ma montre au début quand j'étais tout au fond du sas, sauf qu'en fait, on n'est pas les premiers à partir.
Et donc, il y a le temps comme ça qui va venir s'écouler. Et c'est vrai que moi, quand je regarde le chronomètre, en fait, c'est 1h57, mais le chronomètre a été déclenché quand les premiers, donc les professionnels, sont partis. Et donc, je regarde mon chronomètre et je me rends compte que j'ai réussi mon objectif de faire 1h55 sur mon premier semi. Alors évidemment, je suis extrêmement content. Je suis extrêmement content d'avoir accompli ça. Challenge qui est effectué haut la main parce que honnêtement, je ne pensais pas y arriver le jour J. Mais en fait, ce qui est marrant avec ça, c'est que je me suis donné ce challenge de faire un semi-marathon. En revanche, c'est pas quelque chose que je vais continuer. Et ça peut paraître un peu bizarre parce que, après, on va revenir évidemment sur le bilan un peu perso et mes apprentissages business. Mais il y a beaucoup de personnes qui démarrent en fait ce genre d'événements ou qui font leur premier semi, puis après qui en font un deuxième, un troisième, un quatrième et qui sont en fait tombés amoureux de la course. Et moi, c'est marrant parce que ça me fait un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai fait ce premier semi et je suis presque sûr, même s'il ne faut jamais dire jamais, que je n'en ferai pas d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prépa sur un semi-marathon, le temps que ça vous prend, l'énergie que ça vous prend, l'organisation que ça demande, l'implication que ça demande, elle est quand même assez élevée parce qu'il faut courir 3 fois par semaine. Moi, j'ai dû diminuer, voire quasiment presque, arrêter le crossfit parce que faire du crossfit à haute intensité, plus le lendemain courir 17 km, plus après faire les jambes le lendemain et revenir machin, c'était très compliqué, donc j'ai dû mettre ça de côté. Et en fait, je pense que je vais continuer de courir parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, j'apprécie. Je pense que je vais continuer en fait de faire aussi peut-être des compétitions, ce genre de trucs, enfin des courses comme ça, des trails aussi, c'était cool, j'en avais déjà fait un. Mais par contre, sur des distances qui sont plus courtes, ou en tout cas sans me mettre autant la pression et sans préparation. Préparation spécifique, c'est-à-dire que faire un 10 km, si demain j'ai envie d'en faire un, j'ai pas besoin de me préparer pendant 6 semaines parce que j'ai pas nécessairement envie de faire un temps spécial, donc j'ai juste envie de le faire. Et donc c'est marrant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent là-dedans et qui vraiment n'en sortent plus et qui tombent amoureux de ça. Moi, ça m'a fait le truc inverse. Depuis le semi, j'ai couru seulement 2 fois. Et c'est marrant parce que j'ai fait un autre semi-marathon du coup la dernière fois en entraînement pour comparer un peu les temps. Et c'était catastrophique. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant de voir comment on peut tous réagir différemment. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir un petit peu quel est finalement ce fameux bilan personnel. Donc le premier, c'est le scaling personnel. C'est un truc que j'ai entendu la première fois sur un podcast ou une vidéo, il me semble, de Théo Lyon, qui en parlait. Et je trouve que ça a beaucoup résonné durant cette prépa et le semi au global. C'est qu'en fait, cette théorie explique que une entreprise ne peut évoluer, ne peut se développer, scaler, qu'à hauteur de son CEO, donc du chef d'entreprise. Et quand on y réfléchit comme ça paraît être une citation un peu anodine, mais je la trouve hyper intéressante parce qu'elle est très vraie. Si demain, le chef d'une entreprise arrête d'évoluer, de se former, de tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, forcément que sa société ne pourra pas aller au-delà de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. On ne pourra pas aller plus haut que lui, si vous voulez. Et je trouve que c'est un peu vrai et dans le business, et dans le perso, et aussi dans d'autres aspects de sa vie. C'est-à-dire que si demain, d'un point de vue personnel, vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de vous former, vous arrêtez d'évoluer, vous arrêtez de prendre soin de vous, vous arrêtez de sortir aussi de votre zone de confort, vous arrêtez de vous fixer des objectifs. Et un objectif, c'est pas juste gagner plus d'argent, mais vous arrêtez d'essayer de vous challenger, d'essayer d'avancer, tester des nouvelles choses, lancer des projets. En fait, forcément, ça aura un impact sur les autres aspects de votre vie. Alors, et sur votre business, mais pas que. Ça aura aussi un impact sur vos relations amicales, vos relations sociales, vos relations amoureuses et tout ce qui va avec. Pourquoi ? Parce que la barrière en fait entre le pro et le perso et la barrière en fait entre tout ce qui fait qu'on est des humains est très floue. Moi, la façon dont je me comporte avec mes amis est plus ou moins de la même nature que la façon dont je me comporte avec les partenaires que j'ai dans mon business. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un de malhonnête, c'est très rare que je sois malhonnête dans une sphère et pas dans l'autre. Si je suis quelqu'un d'honnête, je vais être honnête dans une sphère et dans l'autre. C'est très rare en fait qu'on soit d'une certaine nature dans un cadre et d'une autre nature dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains et que la barrière est floue dans tous ces domaines. Et donc je pense vraiment que la façon dont vous allez agir d'un point de vue personnel, c'est-à-dire à quel point pour vos objectifs perso, en l'occurrence dans le sport, vous allez vous dépasser, vous allez être rigoureux, on va revenir sur le truc de rigueur, vous allez vous fixer des nouveaux objectifs, vous allez être carré justement sur « Ok, je me suis dit que j'allais courir 3 fois par semaine, oui j'y vais 3 fois par semaine parce que c'est comme ça que ça fonctionne ». Eh bien c'est cette
façon de penser, de vous élever vous-même, qui aura un impact sur le reste. Parce que si vous arrêtez encore une fois de vous élever d'un point de vue personnel, vous allez arrêter de vous élever d'un point de vue professionnel. Enfin, en tout cas, moi, je vois vraiment cette ligne continue là, entre le pro et le perso, qui explique que, encore une fois, on ne peut pas aller, une entreprise, nos relations, peu importe, ne peuvent pas aller plus haut que nous, que l'endroit où on se situe aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se former, il faut continuer à tester de nouvelles choses, il faut continuer à prendre plaisir, il faut continuer à se lancer des défis, il faut continuer à sortir de sa zone de confort, il faut continuer à lancer des projets, parce que je pense que c'est un impact bénéfique et pour cet aspect personnel et pour les autres aspects de notre vie. Le deuxième point, on en parlait rapidement, c'était la rigueur. En fait, il faut comprendre, par rapport à ce que je disais précédemment, encore une fois, lié à cette barrière et ce flou entre le pro et le perso, que la ligne est continue. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui n'est pas de confiance, je suis un menteur. Il y a peu de chances que je sois très honnête avec mes amis et un menteur dans la vie pro. Souvent, les deux vont être liés. C'est-à-dire que je suis honnête dans la vie pro et dans la vie perso, je suis malhonnête dans la vie pro et je suis malhonnête dans la vie perso. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à travailler avec des personnes avec qui je discute parfois, et puis j'entends que ces personnes ne sont pas très honnêtes avec leurs amis ou peu importe, parce qu'en fait je me dis, si tu n'es pas honnête avec tes amis ou ta famille ou peut-être les gens que tu connais, je sais pas, il y a peu de chances que tu le sois d'un point de vue business. Pourquoi en fait est-ce que tu serais honnête dans un sens et pas dans l'autre? Donc je pense vraiment que c'est comme un tout. Et pour en revenir finalement sur la rigueur, ça m'a fait prendre conscience que, évidemment, faut prendre ça avec des pincettes, tout n'est pas noir ou blanc, mais dans une certaine mesure, je pense que la rigueur a toute son importance. La rigueur que vous allez mettre dans votre vie perso, et notamment dans le sport, c'est pour ça que moi je fais autant de sport depuis tant d'années, c'est parce que je suis intimement convaincu que le sport m'a apporté beaucoup, et dans ma vie personnelle notamment, et dans mon business. Parce qu'en fait, le fait de faire du sport, c'est pas juste, ok, on a des muscles, c'est beau, c'est génial, on soulève des poids, on court, on nage, on vole, on fait, je sais pas. C'est qu'en fait, le sport crée de la rigueur, crée une certaine forme de rigueur, parce que quand vous allez vous entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, même si c'est peut-être pas très intense, même si c'est juste pour le fun, même s'il y a pas de compète, même si, peu importe, cette rigueur que vous allez créer là, d'un point de vue personnel lié à la pratique sportive, le fait de vous lever tous les matins, d'aller vous entraîner, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, cette rigueur-là, elle va forcément finalement venir se greffer à tous les autres domaines de votre vie. Et donc vous serez rigoureux aussi, vous serez en place, vous ferez les choses dans votre vie pro. Et c'est, je pense, l'une des raisons qui explique pour laquelle j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens qui procrastinent. C'est un vrai débat qu'on a avec plein de connaissances autour de moi, d'amis, Jess et tout. C'est que moi, j'ai énormément de mal d'un point de vue personnel à comprendre les gens qui procrastinent. C'est-à-dire les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Tony, donc voilà, moi, en fait, ça fait 3 semaines que j'ai envie de faire une vidéo YouTube, sauf que bon, je sais pas, j'ai remis à demain, et puis encore à demain, et puis pourtant, c'est des personnes qui ont le temps, qui ont les compétences, qui ont peu importe, mais juste, voilà, ils savent pas trop, ils remettent à demain. » Et moi, je pense sincèrement que ce qui m'a aidé finalement à créer autant de contenu, à créer autant de formations, à être présent, à avoir cette rigueur-là professionnelle, c'est finalement la rigueur que je me suis inculquée dans la pratique du sport. Et donc, alors ça évidemment, ça ne veut pas dire que demain, il faut aller faire du sport tous les jours, 7 fois dans la semaine, etc. Ça veut juste dire qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. C'est que non seulement la rigueur, elle a son importance, la rigueur que vous allez mettre finalement dans votre vie perso, elle aura une importance dans la vie pro, mais je pense surtout que la leçon importante à comprendre, c'est ce fil continu entre tous les aspects de votre quotidien. C'est-à-dire que si demain, il y a une situation dans laquelle vous êtes d'une certaine façon avec des gens et une autre situation dans laquelle vous êtes d'une autre façon avec les gens, ça va pas être bon. À un moment, ça va poser problème. Donc, encore une fois, je reprends le truc de confiance, mais si vous êtes honnête avec vos potes et votre famille, mais malhonnête dans le business, il y a un moment, ça va coincer. Il y a un moment, cette nature-là de malhonnêteté que vous avez dans le business, elle va finalement déteindre sur votre vie personnelle. Parce que, encore une fois, on est des humains et on va se dire, si je mens, je sais pas pourquoi je prends le mensonge depuis tout à l'heure, mais vous avez compris l'idée, ou la rigueur, peu importe, mais si je suis pas rigoureux dans le sport, pourquoi je le serais dans le business? Si en fait je m'étais promis d'aller m'entraîner 5 fois par semaine là dans le sport et d'aller faire je sais pas quoi, et que tous les matins, là ça fait 4 fois que je me lève cette semaine et que j'y suis pas allé, en fait votre cerveau il va se dire mais ok mec, t'es pas rigoureux dans le sport, vas-y,
faut faire un contenu sur Insta, bon bah c'est pas grave, t'as déjà repoussé ta séance de sport, bah pourquoi pas repousser ton post Instagram. Donc je pense vraiment qu'il faut pas se leurrer sur ce fil continu et que c'est très important de comprendre que on est un tout et que tout vient un petit peu se mélanger, on va dire. Et le dernier point, c'est la notion d'objectif et de processus. En fait, je vous en parle souvent d'objectif et de processus parce que pour moi, c'est un truc qui est assez important. Ça vous permet vraiment de vivre une meilleure vie, etc. Si jamais vous n'avez pas écouté le podcast, allez l'écouter. C'est un podcast que j'ai sorti, le guide du stoïcisme, il y a quelques semaines de ça. Et en fait, je l'ai vraiment remarqué durant cette prépa parce que au début, je prenais beaucoup de plaisir à courir. Vraiment, les premières semaines, le premier mois, je prenais énormément de plaisir parce que bah, voilà, je sortais, je prenais mes petites chaussures, je mettais ma petite musique, mes petites lunettes, hop, je courais, je savais même pas combien de temps j'allais courir, je savais pas est-ce que je devais respecter ou pas une allure, machin, hop, je faisais ma petite heure, je savais même pas, des fois je courais une demi-heure, des fois 40 minutes, des fois, si j'étais bien 1h10. Et puis je rentrais. Et donc, au fil comme ça de l'avancée de la prépa, je commençais vraiment à perdre de plus en plus le plaisir de la course à mesure finalement que l'objectif venait s'installer. C'est-à-dire qu'au début, c'était fun. Vraiment, les 4 premières semaines, c'était cool. Notamment quand j'avais pas de prépa et de feuille de route. Juste, je me levais, j'allais courir, je savais même pas combien de temps. Et puis, quand je suis venu mettre un cadre, quand je suis venu y mettre des objectifs, quand je suis venu y mettre des choses chronométrées, quand je suis venu y mettre des trucs à respecter, même si, bah oui, il faut ça finalement pour progresser, hein, je suis d'accord. Bah en fait, j'ai petit à petit perdu tout plaisir à courir. Et je pense que c'est aussi un truc qui fait que je vais continuer à courir et à m'inscrire à peut-être des compètes, des trails, des trucs comme ça de 10 km ou peut-être d'autres semis plus tard, mais sans préparation comme je l'ai fait aujourd'hui. Parce que vraiment, sur les 6 dernières semaines, les 4 dernières semaines, j'avais plus aucun plaisir à courir. Parce qu'en fait, je devais aller courir, c'était pas je voulais aller courir. Je me levais le matin, bon bah vas-y, aujourd'hui, il faut que j'aille courir. J'ai pas envie. Je suis là, en plus, il faut que du coup je fasse mes temps, donc il faut que je regarde. Parfois, j'avais envie de courir 1 heure, et puis en fait, la prépa, c'était de courir 30 minutes et de faire 30 minutes d'endurance fondamentale et de rentrer chez toi. Et puis j'étais là en mode, bah non, moi j'avais envie de courir plus aujourd'hui. Mais non, c'est la prépa, donc il faut t'arrêter. Et donc, ça fait beaucoup écho à ce que je fais dans mon business et à ce que je fais dans mon quotidien. C'est que, en fait, si vous essayez de vous concentrer sur l'objectif, vous allez perdre tout type de plaisir dans le chemin. C'est-à-dire que si demain, vous faites une vidéo YouTube, j'adore toujours cet exemple avec les contenus parce que c'est vraiment des trucs qu'on ne maîtrise pas. Mais si demain vous faites une vidéo YouTube et à chaque fois, à chaque étape ou chaque petit pas que vous faites de création de cette vidéo, vous vous concentrez constamment sur le nombre de vues que vous allez faire ou que vous voulez faire en mode ok, faut que je scripte la vidéo. Bon, bah, cette vidéo, faut qu'elle fasse 10 000 vues. Il faut impérativement qu'elle fasse 10 000 vues. Donc, voilà, je vais faire ça pour qu'elle fasse 10 000 vues. Ok, la miniature, ok, faut que je fasse ça pour que la miniature, elle fasse 10 000 vues, machin. Et puis, vous la postez et vous faites pas 10 000 vues, vous allez dégoûter. Et la prochaine vidéo, ça va être pareil. Vous allez vous remettre dedans, vous êtes là en mode, ouais, mais bon, la dernière fois, j'ai pas fait 10 000 vues. Donc là, comment je vais faire pour faire 10 000 vues et tout. Et le processus, vous n'allez jamais prendre plaisir à créer des vidéos. Et je pense, à l'inverse du sport, parce que le sport, si vous voulez performer, être dans la performance, oui, il faut tenir une prépa, oui, il faut suivre les règles, oui, il faut faire les trucs. Et parfois, vous prendrez peut-être pas plaisir sur le chemin, parce qu'il y a un objectif final, il y a une target. Maintenant, et ce qui est justement contradictoire dans le business, c'est que bien souvent, c'est parce qu'on oublie la target qu'on l'atteint. C'est tout le truc. C'est-à-dire que YouTube, le reach que vous pouvez avoir sur vos posts, les ventes que vous pouvez faire avec vos offres en ligne, bah plus vous allez oublier cette target, plus vous allez oublier ce chiffre, et moins vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez vous concentrer sur le process et le fait de prendre plaisir durant le procédé. Comment je peux prendre le plus de plaisir quand je sors une offre, comment je peux prendre le plus de plaisir quand je fais ma formation, comment je peux prendre le plus de plaisir quand je tourne ma vidéo YouTube ou que je la scripte ou que je fais le montage ou que je fais la miniature, j'en sais rien. Eh bien, c'est quand vous allez enfin prendre réellement plaisir que va se créer un cercle vertueux et que souvent on atteint les résultats. Et en fait, les résultats, finalement, ne sont pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de prendre plaisir, de devenir meilleur et de faire ça mieux à chaque fois. Et en fait, c'est parce qu'on met l'objectif de côté qu'on finit par l'atteindre. Croyez-moi, hein, tous les gens qui ont réussi à développer je sais pas, leur plateforme, leur réseau, etc., en fait, ils sont pas constamment là en train de regarder les chiffres, en train de se dire, ok, demain, il faut que je gagne 100 abonnés en plus, il faut que je fasse ça. Non, ils sont plutôt en train de se concentrer sur, ok, demain, je vais créer ce contenu parce que je trouve qu'il est bien, je trouve que l'idée est bien, je prends plaisir, etc. Et donc, ça m'a vraiment marqué parce que là, j'ai vraiment perdu tout plaisir, moi, à courir au sein de cette prépa, alors que je suis allé recourir une ou deux fois depuis.
c'est beaucoup plus plaisant parce qu'il n'y a plus cette target, il n'y a plus cet objectif. C'est vraiment le plaisir de courir. Et je pense que du coup, à l'avenir, je vais peut-être réussir, peut-être, qui sait, sur les prochains semis, si jamais j'en refais, je vais peut-être atteindre à terme le même résultat en termes de temps, peut-être pas 1h55, peut-être 2h, peut-être 2h05, je sais pas, sans forcément faire de prépa, juste parce que j'ai couru beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, parce que je l'ai fait avec plaisir. Donc il y a vraiment cette notion et cette substance-là de plaisir, objectif, procédé, système, que je trouve assez intéressante. Donc on a terminé avec cet épisode de podcast et avec ce bilan du semi-marathon. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, mine de rien, à le faire. Enfin, en tout cas c'était un très bon challenge personnel, et à vous faire un petit peu le storytelling de comment est-ce que tout ça s'est passé. J'espère que vous l'avez vécu avec moi. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je le mentionne très peu, mais sachez que si les épisodes vous plaisent, vous pouvez laisser un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast parce que ça m'aide énormément. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.